Kylian a 13 ans. Dans sa petite ville du Finistère, pas un jour ne passe sans qu'il traverse une ou plusieurs crises. Il est schizophrène. Ses balades en skate, en solitaire, l'apaisent. J'arrive à me faire des amis facilement quand je suis calme, posé et que je parle doucement et voilà. Et j'arrive à me faire des amis comme ça. Kylian vit avec son petit frère, sa petite sœur et ses parents. Les premiers symptômes apparaissent dès l'âge de 6 ans, des hallucinations et un syndrome de persécution. Oh mes lunettes, Ouais, c'était moche. Bon, non. À l'époque, sa mère ignore de quel mal souffre son fils. Ouais. Tu te rappelles pas de ces photos-là? Si. Bah là, il avait encore, on n'avait pas de nom sur la maladie, donc c'était encore les moments où on pouvait profiter encore, où il était encore. On n'avait pas encore tous ces problèmes-là, donc on vivait l'insouciance, quoi. C'était. Ça fait bizarre, ouais. Ah, ça, c'est quand tu l'avais eu, le traiteur? Depuis qu'il a 8 ans, Kylian suit un traitement pour calmer ses crises. En grandissant, il devient violent. Les murs de la maison en portent les traces. Quand il s'énerve, il tape dans les portes, donc du coup, il a cassé tout le contour de la porte. On les refait pas parce que il retape dedans, donc c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de portes qui sont encore en bon état. Qu'est-ce que... Putain, on ne fait pas crier les autres encore. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va aller devant la porte. Bah, il me demande ce qu'il y avait eu à la porte, c'est tout. Mais il est pas obligé de tout savoir. Allez, viens en bas. Tu veux aller jouer avec papa en bas? Oh merde. Est-ce que tu veux aller en bas? Notre présence et celle de la caméra finissent par irriter Kylian. Qu'est-ce que ça vous évoque, sa réaction? Bah, je sais qu'il a beaucoup de mal, comme je le disais déjà hier, quand je lui ai dit que vous veniez, il a très mal réagi, parce qu'à chaque fois, il croit que c'est pour se moquer de lui. Donc du coup, il le prend mal. Il croit que c'est pour le critiquer, pour lui dire des choses, qu'on va raconter des choses mal qu'il fait. Or, c'est pas ça du tout, mais... Tu tapes pas là dans les trucs. Oui, lâche-moi. Allez, tu te calmes. Lâche-moi, je meurs et parle de ma vie privée. Mais non, on parle pas de toi. Allez. Mais si. Tu te calmes. Je peux pas filmer ma maison, merde. Mais c'est quoi à voir sur ma maison? Pourquoi tu t'énerves? Parce que laisse-moi. Laisse-moi. Au bout d'un quart d'heure, le jeune homme retrouve son calme. La crise a pu être apaisée dans le huis clos familial. Si sa mère a tenu à témoigner, c'est pour raconter son désarroi. Seul face à la maladie, seul face au médecin. Comme ça? À chaque fois, la phrase qui revenait souvent, c'était c'est un cas compliqué, on sait pas quoi faire. Combien de fois on n'a pas dit il faut qu'il y ait un drame pour que vous fassiez quelque chose. Enfin, on a été longtemps démunis. On n'a pas l'impression d'être des fois écoutés vraiment, quoi. En France, quand les familles sont dépassées, ce sont les urgences des hôpitaux qui prennent le relais. Tous les jours, à l'hôpital de Mantes-la-Jolie, sont admis des hommes et des femmes en pleine crise. Qui m'a appelé? Il y avait une urgence. Salut Inès. Le psychiatre de garde et le docteur Nassim Messaoudi. Comment estás? Muy bien. Sí. Sa journée de travail va durer 12 heures. Le médecin enchaîne les consultations et les interventions aux urgences. Ce matin, un patient délirant vient d'être amené par la police.
eu, D'accord. au cas où tu auras besoin. Ok, tu as fait des toxiques urinaires, un bilan, des choses comme ça? Non, rien pour l'instant. Mais un examen somatique? D'accord. Moi, écoute, moi je le vois, ok? Tu vois si tu arrives à le faire venir dans le bureau calmement. Tu comptes quelques minutes? Le temps je prépare le bureau? D'accord, merci. Et pourquoi il est arrivé aux urgences générales alors? Pour une agitation sur la voie publique et des menaces. Pour décider de l'hospitalisation d'un patient, il faut commencer par un entretien psychiatrique. Avec toujours les mêmes règles de sécurité. Voilà. Je vais mettre mon collègue là pour qu'il puisse éventuellement intervenir si vous vous sentez en danger. Ah pourquoi? Parce qu'il y a un risque? Oui, il y a toujours un risque. Sentez-vous libre. Si vous vous sentez en danger, de vous lever, hein, ou de me le signaler. Comme ça, je vous sors et je vous mets à l'abri. Hein. Ces précautions sont indispensables. Monsieur, vous venez? Surtout avec ce patient qui est une vieille connaissance. Il a déjà été hospitalisé plusieurs fois. Psychotique et délirant, l'homme peut déraper à tout moment. Un vigile est appelé en renfort. Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes arrivé? Qui vous a ramené? Ah ben, Allah, il a dit pour moi, je viens te voir. Il m'a dit, tu as des soucis de la tête. D'accord, ok. Je comprends. Nadia, c'est un problème. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui n'allait Là, pas? voilà, je suis bon, le médecin traitant va donner le traitement que je dis, regarde, j'ai gratté maintenant, il va donner ça. Oui. C'est pas pour mon Attendez, prétoire. attendez, monsieur. D'accord. Oui, attendez. J'essaye de vous suivre. Aujourd'hui, vous êtes venu aux urgences. Qui vous a dit de venir aux urgences? Allah, D'accord. je viens te voir. Très bien. Monsieur, je vais vous donner un petit traitement. Arrête, mon frère. D'accord. Arrête, mon frère, de ça. Ça va vous détendre un peu et après on discute, d'accord? Je veux ça. Attendez, est-ce que vous pouvez m'écouter? Là, je vous trouve pas très bien. Mais ni cheminée. Donc, attendez. Donc, soit c'est l'effet de l'alcool, soit c'est pas l'effet de l'alcool et ça veut dire que dans la tête ça va pas beaucoup, que vous étiez mieux avant. Si c'est le cas, il va falloir vous hospitaliser quelques jours pour vous aider à aller un peu mieux et ressortir après. Écoutez-moi, monsieur. Écoute, je t'écoute, mon D'accord. frère. Tu me dis pas, Faites ce que je vous dis. Tu me dis khouya. D'accord. D'accord. Toi aussi, tu me dis khouya. Dites-moi, est-ce que vous seriez d'accord pour être hospitalisé, monsieur? Après. Je suis pas bien. Ben justement. Ce patient doit donc être hospitalisé. Monsieur, vous venez, s'il vous plaît? Venez, venez là. Le médecin fait en sorte que l'homme reste calme. Est-ce qu'il est possible, avec l'agent de sécu, qu'il le fasse fumer pour éviter l'escalade, quoi? Avec l'agent de sécu? Surtout le plus vite possible avant qu'il pète un câble ici, ouais. L'essentiel, c'est que l'ambulance soit rapide. C'est compliqué parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'ambulance? On en a vu partir deux. Pas d'ambulance. En attendant, le psychiatre reste aux côtés de son patient. Écoute, Oui. ils sont là. Oui. Toi, tu poses la question, lui, il pose la question, ça commence la bagarre. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Voilà 2 heures que le patient est arrivé. D'autres attendent. Mais le docteur Messaoudi veut prendre le temps de lui faire accepter l'hospitalisation sans contrainte. Je sais que c'est embêtant. Mais vous savez, la dernière fois, quand ils ont appelé la police qui vous a amené ici, Ouais. ils ont fait la même chose. Ils nous ont demandé, ils étaient très inquiets parce que vous avez fait peur à la dame. Et donc, ils nous ont demandé à ce qu'on vous interne. Vous restez quelques jours hospitalisés, vous ne buvez plus parce que vous êtes hospitalisé, mais en même temps, vous prenez vos traitements, vous retrouvez un équilibre et votre pensée se calme, la colère, elle part, et là, vous pourrez repartir. Est-ce qu'on peut imaginer ça? On fait ça? Allez. Il faut que l'ambulance vienne tout de suite, assez rapidement. Tu ne restes pas tout seul le temps que l'ambulance arrive. Hein? Il est très violent, oui, je sais. On connaît les antécédents, je sais. Le psychiatre doit maintenant rattraper son retard. Entre les urgences et les consultations dans un autre bâtiment, Je vois la patiente de la chambre 6 d'abord. le médecin n'a pas 1 minute de répit.
Elle vient pour vomissement et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle a peur. On monte aux urgences. Les pathologies sont multiples. Beaucoup de dépression. Bonjour madame, je suis le docteur Messaoudi. Il y a aussi des patients qui ne prennent plus leur traitement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lequel des médicaments que vous n'avez pas pris? Tous. Vous avez dit j'ai envie que tout s'arrête. Ça devient compliqué. Je crois qu'il va falloir hospitaliser. Et des cas plus sensibles, comme cette patiente suicidaire. J'ai voulu en finir parce que tout le monde m'a tourné le dos. On disait de moi que j'étais bipolaire. Entre ses consultations et les urgences, le psychiatre voit entre 10 et 20 patients par jour. Pour certains, quelques minutes suffiront. À d'autres, il faudra consacrer plusieurs heures. Dans ces conditions, le docteur Messaoudi n'a que peu de temps à nous accorder. Entre les consultations avec les patients, les urgences, le lien avec la justice, les demandes parfois incongrues de certains patients, ça va, vous arrivez à vous y retrouver J'espère que je fais bien mon boulot. J'essaye. Voilà. On continue. Même si la pression est constante, l'hôpital de Mantes-la-Jolie parvient encore à répondre à l'urgence. Dans le reste de la France, c'est loin d'être le cas. Le personnel soignant craque. Depuis plus d'1 an, des grèves se déclenchent. Saint-Étienne, Rouen, Paris, Niort, Montpellier, une quarantaine de villes sont touchées. Ces grévistes ne demandent pas d'augmentation de salaire, ils veulent des moyens et du personnel supplémentaire pour travailler décemment. Une ville est devenue le symbole de cette contestation, Le Havre. Ici, le personnel soignant a trouvé une façon originale de protester. Ils se sont installés sur le toit de leur hôpital. On les appelle les perchés. En cet été 2018, le mouvement prend de l'ampleur. Exceptionnellement, des caméras pénètrent à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Ces images dévoilent des conditions d'hospitalisation indignes. Des chambres individuelles où sont entassés plusieurs lits, sans aucun meuble de rangement. Une salle d'attente transformée en dortoir, où les banquettes font office de sommier. Une salle de bain insalubre. Là, tout ça, on va des cajots, on va des gamins et des chiens. Des chambres en piteux état. Les volets fermés sont bloqués. La vitre cassée par un patient n'a pas été remplacée depuis des semaines. En réponse à la mobilisation, l'Agence régionale de santé promet de nouvelles créations de postes et des moyens supplémentaires. L'image est symbolique. Après 16 jours d'occupation des toits de l'hôpital psychiatrique, les perchés redescendent, avec le sourire et satisfaits du combat mené. 6 mois après la fin de la grève, les promesses ont-elles été tenues? La direction de l'hôpital a refusé notre demande de tournage. Nous retrouvons les perchés au pied du bâtiment sur lequel ils s'étaient installés. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Expliquez-moi, Lionel, alors. Alors là, du coup, on peut vous emmener dans les locaux syndicaux. On va pouvoir s'installer pour parler ensemble autour de la table, quoi. En plus, vous allez pouvoir voir la gueule des locaux syndicaux, parce que ça résume la situation de l'hôpital. On va vous suivre, alors? On va aller à la classe. Ces infirmiers et aides-soignants sont dépités. Les postes promis n'étaient que temporaires. Et le service d'urgence est toujours débordé. Dans le service d'hospitalisation, il y a 5 chambres. 5 chambres, c'est pour 5 patients, pas plus. On a régulièrement 8
10, voire plus de patients. Ils dorment dans la salle télé, ils dorment sur des matelas, même le sol dans le couloir. Et enfin, c'est ça, hein. On double les chambres. C'est une chambre seule qui a été doublée. On a déjà triplé. Ça, c'est un petit salon télé dans lequel les collègues ont rapproché 2 chauffeuses. Et puis, comme c'était pas suffisant, il y a un matelas par terre où on voit aussi une silhouette là qui dort. Dernièrement, justement, je faisais part à tout le monde. Moi, je travaillais toute seule. Tous mes quarts, je les faisais seule. Donc je suis toute seule dans le service, à gérer les patients dans le service. C'est un service d'urgence avec des patients avec des troubles psychiques majeurs, quoi. Donc quand il y a déjà 5 patients pour 3 soignants, c'est compliqué. Et là, on se retrouve dans une pièce, enfin c'est tout petit en plus, hein, on va dire, ou quoi, où il y a 15 patients en crise. Vous voyez pas l'insécurité des collègues, il y a déjà eu on est passé à des drames ou quoi dans ce service-là. En gros, c'est, de toute façon, on peut pas faire autrement, on est bien obligé d'accueillir les gens. Il faut voir comment on les accueille, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, on les soigne pas, les gens, on les garde. On fait du gardiennage. L'angoisse monte, le patient s'agite, on lui donne des médicaments, des cachetons. Si ça suffit pas, il est attaché, chambre fermée. Et quand on ouvre la cage, parce qu'à un moment donné, on est bien obligé d'ouvrir la porte, et là, on va au clash, parce qu'effectivement, quelqu'un vous avait enfermé pendant des heures, c'est vraiment la cage au fauve qu'on ouvre, quoi. La porte s'ouvre. Une responsable de l'hôpital nous interrompt. Vous avez reçu tout à l'heure de la directrice de la com une interdiction de filmer. D'accord, mais... D'intervenir dans les locaux de l'hôpital. Ouais. Dans les locaux syndicaux, là. Vous êtes à l'hôpital. Oui, dans les locaux syndicaux. Dans les locaux syndicaux, on peut filmer, non? C'est là, effectivement, on n'est pas dans l'hôpital. Dans les règles, effectivement, les locaux syndicaux sont considérés comme des lieux neutres, où les personnes qui sont syndiquées peuvent parler à la presse, à des ONG, à des citoyens. Donc vous restez? Oui. On se demande ce que la direction l'a caché quand même. Je vais pas faire de commentaires. Après de longues négociations, le groupe hospitalier du Havre accepte de nous rencontrer. Nous avons rendez-vous avec son nouveau directeur à l'hôpital central, à 8 km des unités psychiatriques. Ravi de vous rencontrer, monsieur le directeur. Merci de nous recevoir. On se voit 2 minutes. Ouais, très bien. Le directeur va mettre en avant les contraintes économiques de l'établissement. Tout est relatif. Vous savez, le monde hospitalier, c'est toujours une confrontation entre différentes logiques médicales, soignantes, administratives, avec des contraintes techniques, financières, juridiques. Donc c'est très très complexe d'arriver à ce que tout le monde soit toujours d'accord sur tout. À la fin de l'interview, nous formulons une nouvelle demande de tournage. Est-ce que vous pensez qu'on puisse visiter en caméra ouverte les services de Jeannette? Je vous dirais plutôt non. Pourquoi? Ce que j'ai pas apprécié dans cette affaire-là, c'est que on a été mis devant le fait accompli. C'est pas un endroit où on filme. La directrice de communication nous oppose une fin de non-recevoir. Il y a des images qui sont vite choquantes, ça dessert forcément. Ça dessert forcément. Le directeur se veut rassurant. C'est normal. Vous auriez filmé au mois de mai quand je suis arrivé, les urgences, c'était choquant. Vous aviez 5 places et 15 personnes. Aujourd'hui, ça n'existe pas. On a mis fin à la suroccupation. La crise serait derrière eux. Pour le vérifier, nous avons trouvé un moyen de filmer à l'intérieur des unités psychiatriques. C'était il y a quelques semaines. Nous faisons d'abord un tour des chambres. Elles sont toujours suroccupées. Celle-ci, censée être individuelle, a été transformée en dortoir. Ça fait beaucoup. C'est mieux 2 ou 1. À cause de la suroccupation, le personnel doit trouver des solutions, parfois surprenantes. Ici, on a déjà mis des gens. Ici. Sur un matelas par terre. C'est minuscule, il n'y a pas de fenêtre. Ça fait 5 mètres carrés. 5 mètres carrés. Des patients témoignent des conditions précaires. Les infirmiers, ils n'ont pas de bonnes conditions pour travailler. Et nous, on n'a pas de bonnes conditions pour se reposer. Mais ce serait mieux.
Vous pouvez faire un tour dans la salle de bain, vous comprendrez. Des salles de bain sont insalubres. Des installations bricolées. Voilà notre magnifique baignoire. Comme cette baignoire normalement utilisée pour laver les patients incontinents. Le robinet ne marche plus. On met de l'eau chaude avec ça. De l'eau froide avec ça. Des équipements hors d'âge et dangereux. C'est le fil de terre, ça? À mon avis, c'est sûr, mais c'est pas, ça fout la trouille. Au rez-de-chaussée des unités, plusieurs patients déambulent. Il est près de 22 h. J'ai envie d'aller en boîte de nuit. Et les videurs, je les ai déjà tous tapés une fois, alors j'ai plus envie. Parce que quand je bois, j'ai le démon en moi. Les cas légers, comme les dépressifs, cohabitent avec des pathologies plus complexes. On n'est pas sur le son d'identité. Il est là depuis des années. La visite continue. Cette salle de télé est transformée en pièce de confinement. Celui qui l'occupe est un autiste lourd. Il y passe toutes ses journées. C'est parce que nous, ils se sont rassurés ici, tout seul. Il y a un petit peu de monde, il donne pas trop. Dès que d'autres patients s'approchent, l'homme peut devenir violent. Là, ça fait depuis 5 ans, ça fera 5 ans cet été qu'il est là. 5 ans. Le personnel soignant a fait plusieurs demandes de placement dans une structure adaptée. Elles sont restées lettres mortes. Manque de lits, manque de place. D'après notre enquête, la plupart des établissements psychiatriques publics traversent la même crise. Comment a-t-on pu en arriver là? Pour le comprendre, il faut remonter aux années 70. À l'époque, la France propose une idée révolutionnaire. Prendre en charge les patients au plus tôt, hors de l'hôpital. Sont alors créés les centres médico-psychologiques, les CMP. Allô? Le CMP? Oui. Je voudrais un rendez-vous pour mon fils Pierre, s'il vous plaît. Je vous propose 10 h mercredi matin. Pierre? Des structures de proximité où les malades peuvent consulter, puis rentrer chez eux. Fini les asiles, où ceux qu'on appelle les agités sont enfermés. Dans les hôpitaux, on supprime des lits. En 30 ans, plus de la moitié disparaissent. Dans le même temps, le nombre de malades augmente. À leur tour, les CMP sont saturés, dans l'impossibilité d'assurer leur mission de prévention et de soins. Et cette situation perdure. Nous avons voulu faire un test. Nous nous sommes fait passer pour une personne qui ne va pas bien et nous avons tenté de prendre un rendez-vous. Des coups de fil sur plusieurs mois, à une centaine de centres médico-psychologiques dans toute la France. CMP, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je voudrais savoir s'il est possible d'avoir une consultation avec un psychiatre et dans quel délai. Je me sens pas très bien depuis quelques semaines. Les délais sont un peu longs. D'accord, donc c'est quoi à peu près? Il faut compter entre 1 et 2 mois. Il y a quand même 2-3 mois d'attente. Un psychiatre, c'est 3-4 mois ici. On peut être à 4 ou 5 mois. Le délai, ça peut être jusqu'à 6 mois actuellement, effectivement. Vous êtes monsieur? CMP, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'aimerais prendre un rendez-vous. J'ai vraiment des idées noires en ce moment, je me sens pas très bien. Alors là, on est sur liste d'attente et je peux même pas vous fournir de délai. On a une liste d'attente, donc je peux pas vous annoncer un délai précis. Alors, le souci, c'est qu'actuellement, on ne prend plus aucun rendez-vous médicaux. Nous, on n'a plus de disponibilité médicale. On inscrit les gens sur liste d'attente. Et je ne peux pas vous dire les délais du tout pour l'instant. Ces délais d'attente trop longs peuvent aggraver les troubles psychiatriques chez les patients. Olivier Bonneau soigne des enfants schizophrènes et autistes à l'hôpital de Nantes. Il alerte sur les conséquences d'un traitement à retardement.
les patients vont moins bien, si on peut dire, si la société va moins bien. On ne peut pas dire que la société aille terriblement bien. Donc il y a une explosion des demandes. Explosion des demandes avec des moyens qui sont relativement constants. Ce qui fait que progressivement, il y a eu une espèce de phénomène où tout le monde est surchargé. Surchargé, ça veut dire soit baisser la qualité des soins, soit ne pas voir un certain nombre de gens et faire des listes d'attente. Or, attendre un an et demi avant une consultation pour un enfant qui ne va pas bien, c'est plusieurs classes ratées, plus la même école, plus les mêmes camarades, enfin bon, des conséquences dramatiques. Le petit troupeau, ça me fait rire. En Mayenne, près de Laval, les médecins ont mis du temps à mettre un nom sur le mal dont souffrent ces deux frères. Il n'a pas le coq. Il fait peur. Jason, 19 ans, et Mathéo, 16 ans, sont tous les deux schizophrènes. Ils font partie d'une fratrie de 7. Tu as goûté à l'école, toi? Allez, une. Une petite. Une petite. Je vais te la chercher. Moi, c'est une toute petite. Ce déjeuner au calme est un moment de bonheur simple pour cette famille qui a beaucoup souffert. Je leur avais appris, au cas où Jason devenait violent, d'aller dans une chambre en haut et d'appeler les pompiers. Mais de s'enfermer la clé dans la chambre et d'appeler les pompiers. Et on en était rendu à ce point-là. Donc on vivait dans une souffrance continuelle. Ça a été une période où en fait notre vie a été centrée autour de Jason. J'arrivais plus à avoir du plaisir à m'occuper de mes autres enfants. La maladie a aussi abîmé les liens entre Lola et son frère aîné, Jason. Enfin, c'était moins joyeux qu'avant. En fait, avec Jason, on rigolait beaucoup, et puis on avait plein de liens entre nous tous. Et puis quand il a su que c'était malade, ça avait beaucoup de disputes entre nous. Ça formait plus des colères qu'autre chose. Cette maman a dû protéger son fils contre lui-même. Non, moi, mais t'as pas compris. On était toujours sur le qui-vive. Ça allait loin, Jason. Une fois, il a voulu se jeter contre des voitures. Enfin, non, ça allait loin. C'était le tenir en vie. Mais c'est vrai, on voit tout le temps la mort là au bout. On dit, bah, faut que je le garde en vie. Faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il fasse une tentative de suicide. Parce que la tentative, ça va, je vais le garder. Mais s'il se loupe pas... Donc, on vit comme ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'habitait. Qu'il reste en vie. Qu'il veuille vivre. Je voulais qu'il veuille vivre. À un moment de la vie, j'en voulais plus. Je voulais plus vivre, enfin, c'était trop dur. Qu'est-ce qui était si dur? Bah, voir sa famille en souffrance sans pouvoir l'aider. Et que c'est nous, soi-même, c'est la personne qui fait du mal à sa famille, quoi. Voir ses frères et sœurs pleurer, avoir peur, ça fait du mal, parce qu'on fait du mal à des personnes qu'on aime et on est impuissant, quoi. On peut rien faire, on peut que regarder. Malheureusement, et se rendre compte des dégâts après. C'est pas toujours facile. On t'en veut pas, hein. Ah non. T'étais un enfant, hein. Ça, le gamin. Après Jason l'aîné, Mathéo est à son tour victime de crises violentes et d'hallucinations. Pour Lola, sa sœur jumelle, c'est très difficile. Elle a foncé dans mes bras et elle s'est écroulée en larmes en disant « Pardon, maman. » J'ai tellement peur de te faire du mal, je voulais pas te montrer, j'y arrive pas, je supporte pas. Mathéo est malade, je supporte pas, je peux pas accepter ça. Et en fait, ouais, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de blessures par rapport à tout ça. Lola, je suis dans ma chambre, tu te rappelles, je sais pas. Parce que toi, il était en crise, elle rentre dans ma chambre, elle me prend dans ses bras, elle est en larmes en disant je veux pas perdre Mathéo, je veux pas perdre Mathéo. Je me rappellerai toujours, tu te rappelles toi, Lola? C'était vraiment... Lola, c'est sa jumelle, ils ont toujours été ensemble, ils ont toujours vécu ensemble, ils dormaient ensemble, enfin voilà, et ça a dû être très dur pour elle parce que, enfin, elle m'avait perdu moi, enfin perdu. Elle m'avait perdu moi et puis elle voulait pas en perdre Mathéo. Et quand on t'a parlé de schizophrénie, Bah perso, moi je me suis dit, je vois mon frère et comme ça aujourd'hui, je lui arriverai, si je lui arrivais, je peux arriver, du coup, bah, sans mon frère, je crois, je serais... Ah mais on s'en sort, non? Ouais.
On a des vrais moments de bonheur maintenant. Ouais. Partout. Aujourd'hui, Matteo et Jason vont mieux. Ils sont en formation, ont des amis et des relations amoureuses. Les crises sont de plus en plus espacées. Jason pense que c'est grâce à son traitement. Ça a changé ma vie, ça m'a permis de pouvoir reprendre les cours parce qu'en fait à l'époque j'avais tellement les hallucinations que j'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à me concentrer pendant plus d'1 heure quoi, et puis maintenant j'arrive à faire ça, à me concentrer plus d'1 heure, à faire des cours et à réussir à me concentrer. C'est surtout ça, bah oui. Ça m'a permis aussi de me calmer, à gérer un peu plus les hallucinations. En fait c'est comme si on va dans une salle et puis tout le monde parle et qu'on essaie de comprendre ce que tout le monde dit. En gros, c'est ça. C'est impossible, parce que tout le monde parle en même temps, ils parlent pas forcément... C'est un peu ça. Il y a les hallucinations qui viennent et tout, donc ça fait un peu le gros bazar. Maintenant, ça me permet... Mon traitement, il me permet justement que ça baisse, voire que ça s'arrête totalement. Où j'ai la tête pour autre chose. Selon le professeur Bono, les traitements ont de bons résultats sur les jeunes atteints de schizophrénie. On sait que les schizophrénies de l'enfant et de l'adolescent se traitent comme les schizophrénies de l'adulte par des antipsychotiques qui marchent très bien. C'est des médicaments dont l'efficacité est assez importante, voire même très importante, autour de 75% de possibilité de réussite de traitement, ce qui est quand même considérable. Et donc il y a vraiment un vrai enjeu pour que les gens puissent avoir un traitement rapidement. Parce qu'elle a traversé une longue épreuve avec ses 2 fils, Jennifer a voulu venir en aide aux jeunes schizophrènes. Chaque jour, elle reçoit des dizaines de messages de détresse de leur famille. Il est devenu violent avec moi. Il m'a menacé d'un couteau et m'a tordu le bras pour obtenir la clé de l'armoire à médicaments. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, il a avalé 4 gélules de Doliprane. Il a accepté que je l'emmène à l'hôpital. Je me tourne vers vous car je pense que la santé de Marc s'aggrave. Il veut toujours se suicider. Il devient agressif en cas de frustration. Je supporte pas ce manquement, le fait qu'ils font pas leur boulot correctement. On ne montrera pas ça. Mais que qui fait pas son boulot? Les pédopsychiatres. Les pédopsychiatres, les éducateurs, les infirmières, tous ces gens qui travaillent autour de l'enfance et qui laissent des parents comme ça, sans accompagnement. Je ne supporte pas. C'est quand même incroyable qu'on soit la seule association de France qui vient en aide aux enfants atteints de schizophrénie. Moi, je ne supporte pas cette idée-là, en fait. Je veux dire, en Mayenne, vous voyez là, elle vit en Mayenne. Mais moi, j'ai des familles qui vivent en Bretagne, qui vivent à Toulouse, qui vivent à Toulon, qui vivent à Nice et qui vivent à Marseille. La seule aide que je peux leur apporter, c'est de les écouter, mais à côté, ils sont tout seuls. En psychiatrie, le diagnostic, la prise en charge ne sont pas des sciences exactes. Comment connaître les réactions d'un malade? Savoir jusqu'où il peut aller? Passer à côté d'une maladie lourde a parfois des conséquences désastreuses. À Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, un hôpital tente de soigner ses patients gravement malades. Après plusieurs semaines de négociations, cette unité psychiatrique ultra sécurisée a accepté de nous ouvrir ses portes. Ce lieu est une UMD, une unité pour malades difficiles. Un établissement à mi-chemin entre l'hôpital et la prison. Donc, vous voyez, toutes les portes s'ouvrent à l'aide d'un badge. D'accord. Donc là, on va tourner à droite. Les visiteurs ne sont jamais laissés seuls. Question de sécurité. Sur toutes ces parties-là, il n'y a pas de patient. Là, par contre, première porte, nous arrivons dans le cœur de l'unité.
Voilà. Donc là, nous sommes dans l'unité de soins et nous allons aller dans ce que nous appelons la bulle. C'est le point stratégique. Il y a un visu sur l'ensemble des pièces de l'UMD. Un poste de surveillance indispensable. Derrière ces vitres blindées, des malades atteints de pathologies mentales aiguës, surveillés 24 heures sur 24. Dans cette bulle, il y a toujours un soignant, un infirmier, qui pendant 2 heures reste ici à surveiller les portes de l'UMD, les caméras, et puis surveiller les chambres d'isolement. Nous avons 2 chambres d'isolement. On voit tout ce qui se passe. Dès lors qu'il y a un patient qui se montre un petit peu menaçant ou que l'on sent un petit peu moins bien, on le voit ici. Et puis tout de suite, il y a un soignant qui peut intervenir rapidement, quoi. Parmi ces 40 grands malades, certains viennent d'hôpitaux psychiatriques qui ne savaient plus comment les gérer. D'autres ont été jugés et tenus pénalement irresponsables de leurs actes. Certes, plusieurs d'entre eux ont commis des actes graves, mais dans des contextes délirants. C'est important de le préciser, ce sont des gens qui, parfois, alors pas pour tous, mais parfois ont commis des meurtres. On va dire que 50% des patients qui sont hospitalisés ici ont commis des meurtres. Ces criminels restent avant tout des malades aux yeux de la loi. Certains ont voulu nous parler. Vous voudriez être interviewé ? Oui. On va voir comment on peut faire. Attendez. Nous les avons écoutés. Moi, c'était surtout des problèmes de logique. Par exemple ? Par exemple, pour protéger quelqu'un, moi, je voulais tuer les gens pour les protéger. Dans la mort, ils avaient eu plus de problème. J'ai tué ma compagne. C'était une logique à l'époque qui pour moi tenait la route. Je montais des scénarios où je tuais des gens. C'était très compliqué parce qu'en même temps, j'arrivais à paraître normal. L'unité pour malades difficiles tente d'apaiser les crises et les bouffées délirantes. Pour cela, il faut aussi occuper les patients. Des animations sont proposées afin de rythmer leur journée. Alors là, il y a de la transpiration, là. C'est les abdos. Des activités sportives avec salle de musculation et terrain de basket. Des ateliers d'art plastique ou de chant. Et surtout, les soignants leur consacrent du temps, 3 fois plus que dans une unité classique. Bravo, bravo, bravo. Vous vouliez quoi? Vous vouliez parler? Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Que plus tard, enfin, en sortant de l'UMD, je commençais un CAP de mécanique automobile, et puis 21 ans avec le foin. Et alors, comment vous vous sentez ici? Bien. Bien? Il y a plus de monde, hein? Il y a plus de monde dans une UMD que dans une unité classique, là où vous étiez avant. Hein? Donc, et ça, quand vous en parliez avec les gens dans l'autre hôpital où vous étiez, ils savaient les autres qu'il y avait plus de monde dans les UMD? Ouais. Tout le monde le sait selon vous? Ouais. D'accord. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le mot sorti est sur toutes les lèvres, comme en prison. À la sortie, vous y pensez? J'y pense comme tout le monde ici. Je souhaite pour tout le monde ici qui sort d'ici et qui réussisse sa vie. Avant, j'étais en liberté. Oui, bien sûr. J'avais mon appartement, j'avais tout. Et là, je me demande à refaire. Vous je partirai un jour. Ben oui. Bien sûr. Ah, vous allez déjà beaucoup mieux?
Est-ce que certains de ces patients pourront revivre, entre guillemets, normalement dans la société après être passés par l'unité pour malades difficiles? En toute sincérité, moi je pense que la société n'est pas prête à revoir certains de nos patients dans la cité. Il y en a certains, effectivement, je ne suis pas sûre qu'ils puissent ressortir, ou alors pas tout de suite, vraiment pas tout de suite, et il y en a d'autres. Mais la société n'est pas prête à ça. Mais bon, après, on peut l'entendre. Hein. Pour certains de ces patients, la sortie n'est pas pour demain. Il existe 10 unités pour malades difficiles en France. 500 malades dangereux y résident. Ces UMD coûtent en moyenne 3 fois plus cher qu'un service psychiatrique ordinaire. Comment fonctionne un hôpital au budget inférieur, mais avec plus de patients? Nous avons envoyé près d'une centaine de demandes de tournage. Aucun établissement n'a accepté. Alors, nous nous sommes infiltrés avec une caméra cachée. L'un de nos journalistes a répondu à une offre d'emploi à l'hôpital psychiatrique de Rennes, l'un des plus grands de France. Il a rendez-vous avec une cadre de l'établissement pour un poste d'agent de service hospitalier chargé de l'entretien des locaux. Alors, donc vous voulez postuler pour un poste ASH? Oui. D'accord. Ce premier entretien donne le ton. C'est des gens qui souffrent de troubles schizophréniques, de troubles bipolaires, donc c'est quand même des symptômes de maladie qui sont très bruyants, très visibles et qui peuvent être très déstabilisants, parce que c'est pas des gens qu'on a l'habitude de côtoyer à l'extérieur, qui sont en grande souffrance, qui peuvent être très délirants, qui peuvent être agressifs, qui peuvent être... Voilà, donc c'est quand même... il faut quand même le savoir, parce que c'est pas un milieu lambda. Ok. Bonne journée. Au revoir. Quelques jours plus tard, notre journaliste est embauché à l'essai pour 1 mois. Son service commence à 6 h du matin. Une plongée d'1 semaine dans 2 pavillons de 25 patients chacun. Bienvenue. Pour des raisons de sécurité, il ne faut jamais faire le ménage seul. Pour ouvrir ou simplement vraiment Non, Et il n'y a pas de temps à perdre. Alors à 8 h, donc, on lave donc notre salle de pause, le bureau infirmier. T'enchaînes cette chambre-là, cette chambre-là. T'arrives là, tu fais tout ton rôle là. Ok. Tu repars tout le côté droite, tu fais la salle télé et tu laves ici. D'accord. Les patients sollicitent en permanence le personnel soignant et les agents d'entretien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Ouais. Stop. Non, 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 non. Pas les câlins, c'est maman. Fais les câlins. Nous, on n'a pas à faire les câlins. Vous êtes un adulte. Un petit Donc vous vous comportez comme un adulte. Les handicapés ont besoin de compagnie des fois. Eh oui. Allez, sur les genoux. Ah non, non, non. Chaque jour, 3 équipes se relaient et font le point sur les patients. Voilà. Ça serait bien de la faire sortir du lit cet après-midi, parce que du coup elle a dormi toute l'après-midi hier et elle n'a absolument pas dormi de la nuit et elle a fait chier pour avoir tous les traitements possibles et elle a foutu le bordel. Ferme-moi la chambre. Donc tu seras jamais... Arrête, ça fait du bruit, ça me fait mal à la tête. Non. Pendant ce temps, les patients sont laissés sous la seule surveillance de 2 agents d'entretien, dont notre journaliste, arrivé dans l'unité le jour même. En fait, quand tu fais la surveillance, tu
tu attends un peu, on va dire, ce qui se passe. Et puis, si quelqu'un, par exemple, a une crise d'épilepsie ou autre, tu mets en position de sécurité, ça peut arriver. Des fois, tu as quelqu'un qui va se lever de son fauteuil et puis, bam, la personne va se péter la gueule. Donc, dans ces cas-là, tu vas voir, tu fais un premier diagnostic, on va dire, et puis tu te dépêches d'aller chercher quelqu'un au bureau. Lors de notre infiltration, nous constatons que les patients n'ont pas grand-chose à faire, à part regarder la télé, fumer des cigarettes, errer dans les couloirs. Je vois pas les soins, j'ai l'impression qu'ils font que déambuler les patients là. Partout maintenant, il y a une réduction d'effectifs. Ils suppriment des postes, hein. Les personnes qui passent en retraite sont pas remplacées, les personnes qui partent en congé mater sont pas remplacées, les personnes qui partent en arrêt maladie sont pas remplacées. C'est énorme. Le changement ? Ouais. Tu le vois, c'est... Moi quand j'arrive au CSGR, t'avais un arrêt maladie, directement le lendemain t'avais quelqu'un. De suite. Maintenant tu faut attendre 2-3 mois pour quelqu'un. Les cadres sont obligés de se battre. Ils sont obligés de se battre, sinon ils les ont pas les gens. Le départ en retraite, pareil, l'année dernière, il y a eu plein de départs en retraite, il y a eu une soixantaine de départs en retraite, aucun n'a été remplacé. C'est énorme, 60 soignants quand même. Le deuxième jour, une patiente s'approche de notre journaliste. Vous avez besoin de quelque chose ? Est-ce que vous pouvez m'ouvrir le coffre? Le coffre ? Oui, pour prendre mon sac. Oui. Mon sac et des affaires. Je vais demander. Une dame qui me demande si je peux lui ouvrir le coffre pour prendre ses affaires. Non. La jeune femme peut se montrer violente. Je peux pas vous ouvrir, mais mes collègues vont venir. La jeune fille là, qui est sortie, là, qui était habillée en bleu. Ah ouais. Pareil, c'est gentil, mignon, mais faire attention. Souvent faire attention. Non, une fois, elle est mignonne, celle. Bingo, le midi, hop, elle est venue me taper dessus. Ah ouais. Enfin bon. Ça qu'on se met, je me mets jamais le dos. Ouais. C'est mouillé, madame. On va attendre un petit peu? Oui. Merci. Dans le service, le bruit des serrures résonne des centaines de fois par jour. Troisième journée d'immersion. Parmi les patients, certains sont autorisés à sortir de l'hôpital. Cet homme en aurait profité pour boire de l'alcool. À son retour, il tient des propos inquiétants. Je suis à moitié sicilien sur les bords. Le mec qui touchait ma fille, j'ai mis un coup de couteau tranquille au niveau des burnes. Après, j'ouvre les tripes. Puis sur ses boyaux, après, je picote son cœur, je fais souffrir. Je vous laisse. Pareil, la langue et tout, ça. Je vous laisse. Dépasse pour les dents. Et lui, il revient, ça fait combien de temps qu'il revient? Sur l'année 2018, il y a soit 30 jours s'il n'a pas été hospitalisé, c'est bien. Bah oui, c'est des allers-retours. Ouais. Notre infiltré apprend que de la drogue entre et est consommée régulièrement dans cette unité psychiatrique. Nous envoyons sur place une équipe de journalistes. Elle prend contact avec 2 infirmiers. Très choqués par la situation, ils acceptent de témoigner, mais à visage caché. On prend les fiches là, Oui. d'événements indésirables, Oui. sur les stupéfiants. Dans ce registre officiel, sont répertoriés les incidents liés au trafic de drogue. 1er mai, présence de toxiques dans l'unité héroïne, cocaïne, mésusage de Subutex et risque une overdose par surdosage. Continuer à fumer, préparer son crack. Nous suspectons la livraison de toxiques tous les mercredis. Les toxiques seraient collés sous le chariot de linge. En 2018, 35 incidents de ce type ont été signalés. C'est un peu révoltant de lire tout ça. On est quand même dans un hôpital psychiatrique, c'est un lieu de soins. On doit pouvoir mettre les gens vulnérables à l'abri de ça. Que les dealers rentrent à l'hôpital, ça, c'est pas acceptable. On sait que c'est plus facile de dealer à l'hôpital psychiatrique qu'en ville. On deal, on se fait choper.
À l'hôpital, il n'y a pas de flics, on peut dealer tranquille. Cet infirmier va nous montrer comme il est facile de se procurer de la drogue dans cet hôpital. Nous le suivons en caméra discrète. Le patient est à l'intérieur dans sa chambre, il ouvre la fenêtre, le personnel à l'extérieur donne ce qu'il a à donner, et puis on récupère un troc ou de l'argent, et puis voilà. C'est de la livraison à domicile, ouais, c'est ça, exactement ça. Au cœur de l'hôpital, à 2 pas du service d'addictologie, il y a ce bar improvisé. Whisky, rhum, bière. Sur le sol, ces papiers d'aluminium carbonisé, utilisés pour la prise de stupéfiants. La cocaïne, elle est basée, c'est-à-dire qu'on fait cuire ce truc-là pour en faire des cristaux. Ça, c'est la même chose, ça. Ça, c'est des trucs qui ont été cramés. Il ne doit plus rester grand-chose dedans, je pense, parce que, bon, c'est du crack, oui. Là, on est entre 2 services centraux. Donc, oui, on peut quasiment pas faire plus qu'au milieu de l'hôpital, ici. Dans ce renfoncement, sont cachés des ustensiles utilisés récemment. Une petite cuillère, c'est pas pour le café. Celle-là, bon, voilà, elle est cramée. On fait chauffer le produit, et puis après, bon, ça part dans une seringue. C'est de l'héroïne. Nous avons interrogé la direction de l'hôpital psychiatrique de Rennes sur les conditions de sécurité et les mesures pour mettre fin au trafic de drogue. Voici sa réponse. Concernant la circulation de toxiques, nous pouvons vous indiquer que le centre hospitalier Guillaume Régnier mène une politique volontariste et engagée depuis plusieurs années pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Rennes est loin d'être le seul hôpital psychiatrique touché par le trafic de drogue. À Lyon, à Toulouse, à Paris, à Montpellier, des patients fragiles sont aussi la proie de dealers. Pourquoi la psychiatrie dans les hôpitaux est-elle en crise ? Tous les ans, le ministère des Finances et le ministère de la Santé fixent la dotation annuelle de financement, la DAF, une enveloppe de 8 milliards d'euros. Cette enveloppe est distribuée aux 17 agences régionales de santé qui les redistribuent ensuite aux hôpitaux. Mais la direction de chaque établissement peut disposer de cet argent comme elle le souhaite. Voici un hôpital avec ses différents services. Cancérologie, neurologie et son service psychiatrique. Prenons par exemple 100 € destinés à la psychiatrie. Sur ces 100 €, le directeur de l'hôpital peut décider d'en utiliser une partie pour les autres services, au détriment de la psychiatrie. « 120 psychiatres et chefs de pôle ont dénoncé ces pratiques. Fin 2018, une lettre a été adressée à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Madame la ministre, la psychiatrie traverse aujourd'hui une crise que personne ne peut nier. Le risque. Son auteur est un professeur renommé, Antoine Pellissolo. L'affectation des dotations annuelles de financement s'y avère réellement problématique. Ces affectations se font sans transparence, et cela malgré les rappels sur ces irrégularités. Simplement, l'argent va dans le budget général de l'hôpital. Et donc, la tentation est forte pour beaucoup de directions, à juste titre, parce qu'on leur demande par ailleurs d'équilibrer leurs comptes, de faire des arbitrages qui se font au détriment de la psychiatrie. L'argent ne va pas entièrement à la psychiatrie. Lorsque vous allez demander des comptes au directeur d'établissement, vous dites voilà, j'aimerais voir les comptes, voir ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on vous rétorque? Alors quand on demande une meilleure transparence des comptes, il y a toujours des réponses à côté parce que tout le monde est mal à l'aise. Le budget de la psychiatrie est souvent utilisé comme une variable d'ajustement et ce que nous demandons encore, c'est vraiment que les sites hospitaliers aient l'obligation de rendre des comptes à ce niveau-là.
qu'en pense la ministre de la Santé. Ce jour-là, Agnès Buzyn est l'invitée d'honneur d'un colloque sur la psychiatrie à Paris. Sur les parcours des patients, enfants et adultes, de renforcer... À la fin de son intervention, nous en profitons pour l'interroger. Mais j'y veillerai. Il se dit que la psychiatrie souvent est la variable d'ajustement pour atteindre l'équipe financière. C'est exactement ce que j'avais annoncé que je ne voulais pas. Et si certains hôpitaux l'ont fait, ils me retrouveront en face de... Voilà. La ministre de la Santé partirait en guerre contre les hôpitaux qui ne jouent pas le jeu. Une annonce de plus pour ce porte-voix de la psychiatrie en crise. Il n'y croit pas. Alors, il y a une réponse politiquement correcte. Oui, le ministère de la Santé est vraiment très concerné par la psychiatrie. Il y a une réponse qui correspond plus à ce que je pense au fond de moi, c'est qu'ils s'en foutent. C'est-à-dire que ça ne date pas de Madame Buzyn, ni de Madame Touraine, ni de Madame Bachelot, etc. Les hôpitaux généraux vont bouffer les budgets alloués à la psychiatrie dans l'opacité la plus complète. Donc, de l'argent, il y en a, mais de l'argent pour qu'il n'y ait pas de crise et que justement faire un travail de fond, on n'en a jamais. Ce manque d'argent et de moyens a de graves conséquences, à tel point que des patients sont parfois mis en danger. Retour à Rennes, à notre infiltration dans les services psychiatriques de l'hôpital. 4e jour comme agent d'entretien pour notre journaliste. Ce matin, il entre dans cette chambre pour la première fois. Le personnel n'y vient jamais seul. Bonjour. Il s'agit d'une chambre d'isolement. Une salle, avec pour seul mobilier un lit métallique fixé au sol et une table de chevet en mousse. Y sont confinés les patients agressifs ou suicidaires. Bon appétit. Et vous faites? Non. Il y a tout hier. On a votre fourchette dans la chambre là. Non, c'est ça, un handicap. Vous faites tout pour donner des handicaps aussi là. C'est le protocole. À plus tard. Voilà. Dans cette autre chambre, notre journaliste découvre ce malade. Oui. Hein? Oui, je sais, j'étais là. Il a coupé tes cheveux et t'a rasé. Ça va bien? T'as bien dormi? Ouais. Selon le personnel de l'unité, ce patient de 19 ans, autiste lourdement handicapé, serait en chambre d'isolement depuis 3 ans. Le jour de notre tournage, il est en plus attaché, sous contention. Il est quand même attaché. Ouais. Le jeune, c'est qui en 3 ans qu'il a l'isolement. Ouais. Et du coup, sa famille, elle, tu fais quoi? Je viens de temps en temps, mais pas plus que ça. Ouais. Moi, je l'ai vu que allongé, mais il se lève et tout. Ah bah oui, ils me mettent à la douche. Il est démaintenu que quand il y a des hommes. Quand c'est des femmes, il n'est pas démaintenu. Parce qu'il y a eu trop d'agression. C'est compliqué. Même les médecins, tout ça, ça peut trop en faire en fin de compte. Il n'y a pas de structure qui pourrait l'accueillir? Bah, il n'y en a pas beaucoup. Là. Parce que c'est clair que c'est pas... Sur le recours à l'isolement et à la contention, il existe une loi édictée par la Haute Autorité de Santé. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. L'isolement doit donc être encadré et sur une période restreinte. Sur cette pratique,
Nous avons interrogé la direction de l'hôpital de Rennes. Voici sa réponse. De manière générale, nous pouvons vous indiquer que le centre hospitalier Guillaume Régnier a mis en place une politique institutionnelle visant à limiter le recours à l'isolement et à la contention. L'isolement, la contention, en psychiatrie on appelle cela des mesures thérapeutiques. Ces mesures sont parfois indispensables, comme l'attestent ces images. Nous les avons filmées dans un hôpital quelque part en France. Un patient vient d'être enfermé dans une chambre d'isolement pour éviter qu'il se fasse du mal. Comme des M&M's devant la télé. Juste avec les vis. Cette mise à l'isolement n'a pas été suffisante. Il a fallu en plus l'attacher. De toute façon, d'être là au milieu et essayer de monter le truc incendie, dans l'incendie. Regarde, il dépouille un peu des filles, elle commence à manger les filles. Voilà. Donc il a fallu qu'on contentionne pour sa sécurité. En France, la contention est une pratique controversée dans les hôpitaux. Selon cet infirmier, le personnel ne serait pas formé pour cela. Quand le médecin ordonne la contention, tu as souvent affaire à des collègues qui ne savent pas utiliser le matos. Donc tu te retrouves, il y a 4 collègues qui sont en train de maîtriser un patient. Et personne ne sait comment utiliser le matériel de contention. Qu'est-ce que tu fais? Tu as le patient qui est par terre, tu es allongé sur lui, et que tu ne sais pas utiliser ça. Tu t'essayes, alors tu commences à le sangler comme ça, là tu vois que ça va pas, alors tu l'attaches autrement, tu vois que ça va pas. Tu le retournes, tu l'attaches les pieds, le ventre, là, comment on fait. Enfin, on a tous vu des choses comme ça. Et toi, c'est une personne quand même qui est par terre. Des formations en contention existent. Mais dans la plupart des hôpitaux où nous avons enquêté, le personnel dit ne pas avoir été formé. Ça amuse personne de le faire. Hein. Le genre de ce boulot, je crois qu'il y a rien de plus horrible que ça. C'est violent. Ouais, franchement, c'est violent. Tu l'attaches et puis tu t'arraches. Mais si c'est juste pour attacher quelqu'un qui est agité parce qu'on ne sait pas le gérer autrement, c'est aussi parce qu'on a autre chose à foutre aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas que le monsieur qui est là, il y a tous les autres aussi à s'occuper. Le manque de personnel favoriserait le placement en isolement et la contention. Notre enquête nous mène à Amiens, en Picardie. Nous avons découvert que l'hôpital Pinel recourt très régulièrement à ces pratiques. Depuis 2016, les établissements doivent tenir un registre des mesures d'isolement et de contention. Nous nous sommes procuré celui de l'hôpital Pinel. Il date de 2018. Ces 15 pages révèlent un grand nombre de recours à l'isolement. Le temps moyen de cette mise à l'écart forcée est de 17 jours. Un patient a passé presque une année à l'isolement, 348 jours, dont 279 d'affilée. Une partie du personnel soignant ne supporte plus ces dérives. L'un d'eux a accepté de se confier, à visage caché. Le médecin prescrit une mise en chambre d'isolement. Bon, ok, soit, moi je veux bien le comprendre, sauf que l'isolement, normalement, c'est un truc temporaire. Sauf que moi j'estime que l'isolement dans les chambres telles qu'on les a à Pinel, c'est pas thérapeutique, enfin, c'est complètement oppressant. Voilà, vous êtes pour le coup enfermé entre 4 murs, il n'y a rien. Il y a la distribution des repas, des traitements, et il ne se passe rien entre deux, quoi. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que, en tout cas pour les patients vraiment dépressifs, suicidaires, l'isolement, c'est pas l'idéal, quoi. L'isolement est censé empêcher le suicide. Selon notre témoin, il peut parfois le provoquer. Ce soignant affirme l'avoir vécu avec une patiente. Entre deux passages des collègues, en fait,
elle se l'est pendue avec son pantalon, et puis là c'est pareil, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, quoi. Quand vous êtes passé, la personne était allongée sur son lit, il n'y avait rien de suspect, vous repassez après, bon, elle est pendue, donc se pose plein de questions forcément sur la surveillance, est-ce qu'on aurait dû la faire plus rapprochée, ça pose plein de questions, mais sauf que en même temps, vous avez une personne qui est en isolement, mais vous avez 20 autres personnes à vous occuper, donc on ne peut pas être partout. Forcément, des manquements, il y en a. On ne peut pas éliminer tous les risques du passage à l'acte. À ce jour, il n'existe pas d'études démontrant un lien entre isolement et suicide. Mais quand les mesures de sécurité ne sont pas respectées, le risque de suicide est réel. C'est ce que nous explique cet aide-soignant dans un hôpital du sud de la France. Il est censé avoir une couverture dite anti-suicide. Ouais, on n'en a pas. Un pyjama dit anti-suicide, on n'en a pas. Donc là, nous, on a pris le risque de lui laisser une couverture. Mais logiquement, il est censé être nu dans la chemise. Il y a un risque suicidaire, on n'est pas censé le laisser avec de quoi se pendre ou quoi que ce soit. Il avait une couverture anti-suicide, il en avait une tout à l'heure. Sauf que quand on a ouvert au goûter, elle était pleine d'urine parce qu'il a. Voilà. Donc on l'a mise au sale, on n'en a qu'une. Le pyjama anti-suicide, on n'en a pas. Il n'y a pas de. Non, on n'en a pas. Je suppose que tu dois avoir l'habitude, mais moi je vois vraiment pas grand chose, quoi. Il y a déjà eu malheureusement des suicides. Oui, plusieurs. Ouais. Oui. En France, les suicides en salle d'isolement sont une réalité. Selon notre enquête, un grand nombre d'hôpitaux sont concernés. Dans le petit cimetière de Pleven, dans le Finistère, Valérie Cap et sa fille Aurélie se recueillent devant la tombe d'Adrien. Quel gâchis. C'est dur d'être là. C'était le fils, le petit frère. Il a mis fin à ses jours en 2017. Adrien avait 30 ans. Le jeune homme était schizophrène, aimait des siens et très entouré. T'as vu, Jérémy, ça? C'est bien. Petit Olivier. Lui, Adrien. Je vais être promis, quoi. Elle te va très bien. Elle va remonter. Ouais. Ah ouais, c'est voilà. Bon, donc je me suis rendu compte. Quelques semaines avant sa mort, la famille filme l'un des derniers moments de bonheur. Tu t'es déjà fait voler tes chaussures de sport, qui étaient nickel. Non, je ferai attention. T'as compris ce que je veux dire? Carrément. Donc je te la file parce qu'elle te va bien. Très bien. Et c'est pas de la merde. Jusqu'à la fin, son père s'est occupé de son grand-fils comme d'un enfant. Prends-moi une photo avec mon père. Ça c'est pas. Attends. Ça c'est pas une vache. Il nous raconte le jour où il a découvert la maladie de son fils. Il était adolescent. Il était peut-être 4-5 heures du matin et Adrien a fait une crise dans sa chambre et il était sur le lit, plus ou moins se roulait et il tapait sur un radiateur en fonte avec son pied et il voulait se faire mal. Et donc je l'ai maintenu comme un rugbyman sur le lit pendant 2-3 heures. Et au bout de ce laps de temps, il m'a dit « C'est bon papa, tu peux me laisser maintenant ». Puis moi, je me suis préparé pour aller au boulot. Ça m'a frappé. Il entendait des voix, il voyait des personnes, il avait des missions. C'était des choses. Il était en télépathie avec telle chanteuse, par exemple. Quand on essayait de le raisonner, bon, il rigolait, il disait... vous comprenez rien. Vous comprenez rien, quoi. Et il disait même « Je vous en veux parce que vous n'êtes pas malade ». À partir de 2014, Adrien effectue des séjours réguliers en hôpital psychiatrique et en chambre d'isolement. 134 jours en tout, d'après son dossier médical. 23 jours d'affilée, 31 jours d'affilée, donc 23. Sa famille dénonce les conditions de la dernière mise en isolement, début 2017. L'enfermement a duré 11 jours d'affilée. Dès le premier jour, Adrien est attaché. Il s'en plaint.
essaie de négocier pour ne pas remettre la contention. Dit qu'on n'a pas le droit de lui faire ça. Crie. C'est très violent comme pratique d'être attaché. Qui est attaché? Qui on attache en France en 2019 comme ça, ou en 2017? Qui on attache? Et pour quelle raison? Dans quel but on attache les gens physiquement? Pieds, mains, tronc. C'est extrêmement violent, rien que l'énoncer comme ça, c'est choquant. Quand il n'est pas attaché, Adrien hurle, tape à la porte. Jusqu'à ce 1er février 2017 à 11h20. Les infirmiers constatent qu'il est en arrêt cardio-respiratoire sur strangulation avec son pyjama d'isolement. Au bout de 5 jours là-dedans, on pète un plomb. Hein. Et lui, c'est au bout du 11e jour, et il s'est donc servi d'un vêtement de l'hôpital, qui est sa veste de pyjama, qui est d'une toile dure, qui lui a permis de se stranguler de cette manière à la force de ses bras. 2 mois après sa mort, la famille se rend à l'hôpital pour obtenir des explications, en particulier sur le pyjama. C'est un pyjama en gros coton épais, style bleu de travail, bermuda et manches courtes. Donc je dis, ah oui, manches courtes, bermuda et manches courtes pour éviter qu'il y ait de la longueur, oui, tout à fait. Ce qui est ridicule parce que c'est des trucs XXL, hein, standard, avec des boutons pression tout le long. Donc si vous l'ouvrez... Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ouvre, et pour alors on a une longueur suffisante pour faire, et donc je l'ai même fait devant eux. J'ai fait 1, 2, et je pouvais même faire un 3e tour, je me suis arrêtée là, et ils ont compris. La famille a déposé une requête devant le tribunal administratif pour défaut de surveillance et non-respect des règles relatives au placement et au maintien à l'isolement. On vous donnera trop de chambres d'isolement, tue. Et je trouve que c'est de la maltraitance et que donc on devient des meurtriers de cette manière. C'est tout. Adrien n'a pas dit non à la vie. Adrien a dit non à l'isolement. Il est grand temps de dénoncer ces pratiques. Est-ce que les gens savent? Nous avons contacté la direction de l'hôpital où Adrien s'est suicidé. Elle n'a pas souhaité nous parler. En France, un organisme contrôle les lieux de privation de liberté, les prisons et aussi les hôpitaux psychiatriques. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le CGLPL, est indépendant. Il est présidé par Adeline Hazan, une ancienne magistrate. Par mission, on en désigne un pour être chef de mission. Ce jour-là, un photographe, une ancienne avocate et un médecin l'accompagnent. Ensemble, ils vont inspecter un hôpital psychiatrique dans le sud de la France. Dans la plupart des établissements, ce qu'on constate, c'est une banalisation des pratiques d'isolement et de contention. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas de maltraitance? On peut parler en tout cas de non-respect des droits fondamentaux, voire de maltraitance dans certains cas. Voici des photographies prises lors de précédentes inspections. Voilà, là on voit effectivement une femme qui est sous contention, à qui on a libéré visiblement un bras le temps du repas, et ça veut dire qu'on va lui attacher le bras immédiatement après le repas. Donc ce sont des situations extrêmement d'abord violentes à vivre et puis extraordinairement restrictives des droits fondamentaux, donc vraiment à n'utiliser qu'en dernier recours. On voit beaucoup de gens, nous, du coup, même jeunes, qui sont contentionnés dans une chambre et en fait ils ont un pistolet mais inaccessible, et du coup ils sont obligés d'uriner sur eux. C'est une personne qui est contentionnée, ce qu'on appelle 5 points, c'est-à-dire pied sûrement, poing et torse. Donc vraiment qui ne peut pas bouger. Donc là aussi, il faut que ce soit très très exceptionnel et que ça dure le moins de temps possible, parce qu'il y a même des risques médicaux très importants. Ces contrôleurs ont parfois découvert des lieux indignes. Alors, il existe des chambres d'isolement avec encore des seaux hygiéniques. Ben voilà. Des chaises percées. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement inadmissible.
Aujourd'hui, l'inspection va se dérouler à l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence. Cet établissement, choisi au hasard, a été prévenu il y a quelques jours. Bonjour monsieur, enchanté. Très bien, si vous voulez, on peut y aller. Adeline Azan et son équipe sont accueillis par le directeur de l'établissement. Nous allons pouvoir commencer. Bien, Madame la Présidente, bonjour. Bienvenue au centre hospitalier Montperrin pour effectuer votre mission. Bienvenue à l'ensemble de vos collaborateurs, collaboratrices sur le site de Montperrin. Nous organisons donc une mission de contrôle de cet établissement. Nous sommes 9 contrôleurs. Cette mission va durer une dizaine de jours. Ne vous affolez pas. Notre méthodologie sur place, je dirais qu'on est en fait en immersion totale dans l'établissement. Merci d'ores et déjà de votre disponibilité. Et puis, dernier point, avant que... Les établissements où vous aviez fait des recommandations en urgence, est-ce que les portes étaient aussi ouvertes? Est-ce qu'ils étaient aussi avenants que l'établissement? En général, oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, même... Donc, ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Les établissements dans lesquels, je pense en particulier, nous avons fait une recommandation en urgence, nous avions été extrêmement bien accueillis. Tout est possible. Tout est possible. On a été très bien accueillis, mais c'est très fréquent. Donc, à ce stade, ça ne préjuge de rien du tout. Nous ne serons pas autorisés à filmer les contrôles de l'équipe d'Adeline Azan. Vous pouvez aller dans la voiture, Hélène. Moi, je vais dans le minibus. Impossible de savoir comment l'hôpital d'Aix-en-Provence pratique l'isolement et la contention. Le rapport est attendu d'ici à la fin de l'année. Quelles que soient ses conclusions, elles n'auront aucun pouvoir coercitif. Nous retournons à Amiens. Nous avons découvert que l'hôpital Pinel a recours à d'autres pratiques qui, elles aussi, interrogent. Une source nous donne plus de détails. Je vais pas parler trop fort parce que je suis dans la cour de l'hosto. Attends, quitte pas. Salut! Elle nous confirme que l'hôpital va transférer des patients en Belgique. Pour ceux qui ont encore une famille, elle a été prévenue. Ce que je sais, c'est qu'ils partent à 9h demain matin pour visiter cet établissement. Et il y a 6 patients qui sont là dans l'hôpital depuis très longtemps et pour qui il n'y a aucune orientation en France qui a été trouvée. Il y en a, ça doit bien faire 20 ans qu'ils sont là, quoi. Ça n'est pas la première fois que des patients sont exilés de Pinel. Oh bah non, il y en a plein. Hein. Il y en a plein qui sont déjà partis. Ils sont d'accord pour partir? Je ne pense pas. Il y en a qui sont en mesure de le dire et d'autres qui ne sont pas en mesure. D'accord. Voilà. Soyez discrets quand même. Hein. On le sera. Le lendemain matin, nous attendons devant l'hôpital. Bon, on est devant l'hôpital Pinel à Amiens, il est 8h40. Selon notre source, ce matin, l'hôpital va, entre guillemets, exiler 6 patients. Des patients qui sont dans cet hôpital depuis très longtemps. Tiens, il y a un van qui, selon notre source... Ah, regarde-moi ça. C'est bon, c'est eux. Il n'y a pas une, mais 2 camionnettes. C'est bon, ils sont 2 vannes en fait. Le transfert est plus important que prévu. Ah, c'est bien la direction de la Belgique. Ah, regarde, on monte dans le nord là. Après 1h30 de route, la Belgique. Les camionnettes ralentissent en entrant dans ce village. Doucement. Nous nous attendions à voir un centre d'accueil. C'est quoi cet endroit là? Mais les patients débarquent dans une cour de ferme. Nous nous approchons en caméra cachée. Bonjour.
Nous nous faisons passer pour une famille à la recherche d'un placement. Je me présente, je m'appelle Raphaël. Oui. Je viens parce que c'est ma maman qui m'a envoyé, en fait, j'étais en déplacement à Bruxelles. Ah, d'accord. Et elle m'a dit si tu peux aller visiter le lieu. Je peux visiter avec vous? Bien sûr, on reçoit des gens d'Amiens. On n'a pas encore commencé à le visiter. Ah, bon, superbe, superbe. La visite va commencer. On va découvrir, Nous découvrons un intérieur agréable, adapté aux patients. Une chambre. J'ai tout fait. Voilà, ça c'est café. Donc là, c'est l'entrée. Là, ça va être l'entrée. La grande entrée, le grand hall du foyer, là, ici où on est. 25 chambres, toutes individuelles, avec vue sur la campagne. Donc là, vous avez le terrain de boule. Il doit seulement être fait, mais il est tracé. Pétanque. Le terrain de boule, le pétanque, oui. Tu te rends compte, tu vas avoir une chambre où tout le monde. Vous les mettre ici, vous pouvez. Il est en chambre double avec quelqu'un qui voit ses affaires. Alors, il s'est fait débrouiller pratiquement toutes ses affaires. Vous êtes content d'être ici? A priori, une bonne nouvelle pour ces patients. Mais pour certains, ce transfert est difficile à supporter. C'est leur première sortie depuis des années. Tu n'as pas le droit de laisser la lumière allumée, ça dans ta chambre. On a même chargé en plus. On dans la chambre, il y aura une petite entrée, vous êtes pas dans le main. Et voilà la chambre. Réclamez-moi. Réclamez-moi. Mais non. Ah non. Ça va aller? Ça va aller ou pas? Ça va ou non, ça? À l'étage, les travaux ne sont pas terminés. Certains patients sont déboussolés, inquiets. Donc là, en bas, tu as eu un exemple après la construction. Là, c'est avant. Avant la forme définitive. Ça va mieux? On n'arrête pas de leur dire que c'est encore en travaux, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir. Mais c'est en passe d'ouvrir. Hein. Je pense qu'ils vont faire une ouverture progressive. Dans la salle de détente en chantier, le patient qui a peur du noir s'inquiète un peu plus. Qui ça? Mais non. Je sais pas. Non, c'est parce qu'il a peur qu'on lui crie dessus s'il met de la lumière dans sa chambre. Bien sûr que non. Pourquoi? La porte sera fermée. Tu fermes ta porte. Et qui? Regarde, il y a une belle vue sur l'église. Les aides-soignants tentent de calmer ses angoisses. Depuis le départ d'Amiens, il est très perturbé. Il va s'endormir, c'est quand même super anxiogène, quoi. Et la Belgique, c'est quoi? Regarde, on a mis un petit peu plus d'une heure et demie, tu vois? Non. Nous abordons l'une des responsables belges. Son centre d'accueil n'a pas encore d'agrément, mais elle est confiante. La France, mais on a l'impression que vous avez 20 ans de retard. Vu la demande côté français, elle est certaine que ça va marcher. La plupart des patients qui viennent ici, c'est des Français. Que des Français. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de projet. Ça coûte très cher. C'est chez nous, on n'a pas de structure. Et accueillir des Français est lucratif. Une directrice en Belgique, on reçoit l'allocation de la personne handicapée. Prix de journée d'une personne belge, on est à 30-35 €. Les Français fonctionnent tout à fait différemment. C'est le département qui paye. Il nous donne un prix de journée qui tourne aux alentours de 180 €. Et ce qu'on fait alors, c'est pour 10 Français, on prend au moins un belge. En clair, ces structures belges vivent grâce aux allocations françaises. À partir du moment où le gouvernement français, une fois qu'il a accepté, il paye. La sécurité sociale, pareil. Il y a un délai de 4 mois. Donc à partir du moment où... Nous échangeons avec une assistante sociale française qui encadre ce transfert. Elle est très remontée contre son département. Dans la Somme, il n'y a pas de structure équivalente pour accueillir ce type de patients. On a matière à dire au département, vous voyez, on est obligé d'aller en Belgique parce que la France n'y arrive pas. Notre département l'entend, c'est que oui, ils n'en veulent pas. Nous, ils n'en veulent pas. Donc comment on fait? Mais c'est vrai que pour la France, c'est du manque à gagner, puisque c'est des emplois. Ici, c'est du fruit perdu, c'est du fou. Donc ça...
À terme, cet établissement pourra accueillir 40 patients. Selon nos calculs, l'État français va débourser pour eux près de 2,5 millions d'euros par an. Une très belle affaire pour les Belges. À proximité de la frontière, on dénombre 203 foyers de ce type. Ils accueillent des patients d'un peu partout en France. Dans notre pays, bien des familles de malades sont laissées sur le bord de la route. Souvent démunies, isolées, elles ont du mal à se faire entendre. Ils ne réclament pas d'augmentation de salaire ou de congés supplémentaires, non. Ils réclament davantage de moyens pour des soins plus dignes et plus humains. Nous aurons besoin toujours d'humanité. La gestion ne l'emportera pas. Ce jour-là à Amiens, elles ne sont pas seules. Personnel soignant, associations et politiques ont fait le déplacement. Certaines familles sont à bout. Moi, je suis encore jeune. J'ai encore la force de le faire. Par contre, comme cet homme, son frère est un schizophrène lourd dont il s'occupe depuis des années. Les familles, on leur en demande beaucoup, vous savez. Quand il y a moins de soignants à l'hôpital, on se décharge sur qui? On se décharge sur les familles, voyez? C'est-à-dire que, ah ben voilà, c'est à la famille de faire, c'est à la famille d'encadrer, c'est à la famille d'accompagner. La famille, c'est une ressource. Souvent on l'entend ce terme-là, c'est une ressource, certes, mais épuisable. Épuisable. Laisser son frère toute sa vie dans un hôpital ou l'envoyer en Belgique. Sébastien Bill n'a pas voulu choisir. Alors il a trouvé une solution. Avec d'autres familles de malades, ils ont loué cette petite maison sur 2 étages. Cette structure est unique en France. Ici, vivent 5 anciens patients qui ont longtemps végété dans les hôpitaux psychiatriques de la région. Bonjour Edouard. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie, vous allez bien? Oui. Bon, Fred il est là? Oui, il est là. Fred, t'es où? Fred. Salut Fred. Parmi eux, Fred, le frère de Sébastien Bill. Bon, donc tu vas comment toi Fred? Bien, tranquille. D'accord. T'as fait un petit peu de café? Bon, bah, c'est bien. On est loin des dortoirs surpeuplés des hôpitaux. T'as rangé ta chambre, Fred? C'est toujours, voilà. T'as acheté l'équipe aujourd'hui? Aux étages, chaque résident a sa chambre, son propre espace de vie. Ah, c'est bien, t'as acheté l'équipe. Oui, ma chambre elle est propre, hein. Ouais. Impeccable. Hein. Ah bah t'as rangé tous tes bouquins, là. C'est bien. Ça. Ouais. Oui, avec tous les DVD de films. Ouais, c'est bien, ouais. Après, j'ai des bouquins encore sur le cinéma, les réalisateurs. Regarde. Ouais, c'est pas mal, hein. Fred, il aime bien être dans son petit monde. Tout Voilà, ça, avec ses... grand réalisateur. Très hein. grand réalisateur. Ouais. John Ford, il a aussi. C'est une chance incroyable que j'ai. On est bien. C'est bien pour vivre. Hein. Ouais. Pour ce malade, cette maison est une bouffée d'oxygène. Sa vie d'avant, il en garde un très mauvais souvenir. Je me faisais du mal à moi-même. Je prenais des cachets ou alors je me coupais les veines. Ouais, ouais. Et une fois, j'ai failli mourir. Si mon frère ne m'avait pas trouvé, j'aurais été mort d'une crise cardiaque. Ouais. J'ai eu... Grâce à lui, il m'a sauvé la vie. Ouais, ouais. Donc c'était ces périodes difficiles, elle était vraiment pas bien du tout. Ouais. Que maintenant, donc, depuis 5 ans, je suis plus retourné à l'hôpital. Ouais. Avant, j'y allais toujours à l'hôpital. Puis j'ai pas envie d'aller à l'hôpital maintenant. On nous aime comme on est. On est accepté avec notre maladie. Si votre frère n'était pas là... Peut-être que je serais mort depuis longtemps. Il aurait mis par un mes jours. Je pense qu'il m'a sauvé la vie. Il m'a toujours protégé, hein. Depuis toujours d'ailleurs. Il m'a beaucoup aidé, hein, Seb. Ah oui, oui. Ah bah c'était difficile au début. Non, mais je te Ah oui, 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 oui. Bah oui. On est passé par des moments difficiles. Très difficiles. Très difficiles. Ouais. Des hospitalisations, des tentatives de marre, suicide. hein. Mais tu m'as jamais laissé tomber. Non, mais c'est vrai que parfois c'est difficile. Mais aujourd'hui, on a réussi à trouver un certain équilibre. Ouais, c'est mieux. Voilà. Cet équilibre, Sébastien l'a trouvé seul,
sans l'aide des institutions. Comme tant d'autres familles, il a l'amère impression d'être abandonné par l'État. Je pense qu'il y a un côté cynique de la part du ministère de la Santé qui doit se dire de toute façon, ce sont des parents, ils n'abandonneront pas leurs enfants. Donc on va laisser cette charge très lourde. Je me demande parfois s'ils comprennent vraiment ce que c'est que le handicap psychique, ce que c'est que l'accompagnement et la douleur qu'ils font porter aux familles en les abandonnant. Dans cette maison, les malades tentent de retrouver un peu de leur place dans la société. Même si ce n'est pas simple tous les jours. Vous venez boire un petit café, Maryse? Oui, j'arrive. Ben, fait bien froid en tout cas aujourd'hui. Hein. Voilà. Bon. Tu me ramènes des cuillères, Fred, oui? J'étais en train de compter, ça va pas. C'est parce qu'il n'en prend pas. J'ai du mal, c'est à bouger d'ici. J'ai peur avec des contacts des gens, tu sais. C'est pas évident. Le fait que tu m'accompagnes, ça me fait du bien. Je vais t'apprendre quelque chose. Ouais. C'était un problème quelconque. Je suis là. Si c'était une forte angoisse, tu me réveilles, je t'en voudrais pas. Non, je sais bien. Mais moi, ça se fait pas tous les jours, je t'en voudrais pas. Non, mais entre nous, ça se fait. Pas tous les jours quand même, Fred. Faut pas non plus que tu réveilles Luc tous les jours. Mais ça, c'est vrai, il y a une solidarité, c'est génial. C'est-à-dire que c'est important. Vous entendez bien? On fait manger entre nous. Puis je trouve. Il y a une compréhension entre nous. On se respecte, c'est ça. Entre malades, on se respecte plus que dans la normalité. Ouais. Là, il y a de temps en temps des tiraillements, mais ça, c'est normal. C'est comme dans une famille. Maryse, moi, j'estime qu'ici, c'est un miracle. Ici, il y a quand même des personnes qui ont quand même des... Voilà, qui ont des angoisses, qui ont quand même... Voilà, et ça tourne quand même. Donc, pour moi, c'est quand même de l'ordre du miracle. C'est bien, voilà. c'est sûr. Oui. Le fait que la maison... On peut pas te critiquer, Marie, tu peux être du bon travail. Merci, Frédéric, c'est gentil. J'apprécie. On a besoin d'aide, elle nous rassure, elle nous prend comme ses enfants. Je sais pas un peu, oui. Oui, je suis un peu la maman. Ouais, c'est un peu notre maman à nous. Maryse est la figure centrale de cette maison. Embauchée comme aide ménagère, elle joue presque le rôle d'une aide-soignante et encadre ses malades 6 heures par jour. Oui. Quand elle n'est pas là, Fred et les autres se débrouillent par eux-mêmes. Je te dis à demain. À demain? Demain, c'est encore vous? Oui, c'est encore moi. Par contre, je veux que tu sois sage et je veux pas que tu insultes Jean-Michel. Tu le laisses tranquille, d'accord? Je te fais confiance? Depuis 2 ans, aucun incident n'est à déplorer. Pourtant, au début, c'était loin d'être gagné. Ça a été très très dur parce que c'était pas des gens propres que j'avais. Donc il a fallu leur inculquer la propreté, être tout le temps derrière eux parce que c'est constant. C'est pas. Alors, vous avez beau leur dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, un enfant, vous lui dites, ça rentre. Eux, il faut c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est tous les jours. Donc tous les jours, c'est on fait le tour des chambres, on nettoie, etc. Donc c'est du travail, c'est vrai que c'est du travail. Alors on dit qu'il ne faut pas s'attacher aux patients parce que normalement, voilà, vous faites votre boulot et c'est tout. Mais on ne peut pas. On ne peut pas ne pas s'attacher à eux. Moi je suis attachée à eux et eux sont attachés à moi et c'est pareil, quoi. Allez, à demain. Dans quelques mois, Maryse va prendre sa retraite et pour le moment, les remplaçants ne se bousculent pas. Au revoir. Jean-Michel, je m'en vais. À demain. Bonne soirée. Allez, bisous. Je m'en vais. Cette maison n'est pas un foyer, ni une structure médico-sociale. Très bien, super. À demain. Sébastien Bill aurait préféré placer son frère dans un établissement spécialisé. Ce soir, il faut manger, oui. Mais faute de solution, il a dû s'adapter. Oui, mais attends, laisse-le passer. Viens, on appelle les choses telles quelles, ça reste du bricolage. Voilà, on mutualise de l'aide ménagère, on compte sur une bonne personne. Voilà, naturellement une bonne personne qui va arriver à maintenir quand même une cohésion au sein de la maison et on prie pour qu'il n'y ait pas de problème, tout simplement. Et ça fonctionne. Tant mieux, tant mieux. Voilà. De savoir jusque quand, en fait. Jusque quand, tout simplement. Allez, go, on y va. En nous ouvrant leurs portes, les frères Bill veulent montrer qu'une autre voie est possible.
bien. Tu as été très bien, comme d'habitude. J'espère. Tu vois? Toi qui dis aussi. Ah oui. Marie a dit d'être filmée pour mieux connaître ma maladie mentale. Bah, c'est bien, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Elle a raison. Tu vois, d'en parler, ça permet de mieux faire comprendre aux gens ce que c'est. Je suis pas un monstre, alors. Ah non, Fred. Bah non. Non. Non.